après le scrutin du 29 avril dernier, vous vous étiez muré dans un très long silence. Alors, auriez-vous reçu les résultats de cette élection comme un coup de massue sur la tête? Et pourquoi ce silence? Merci beaucoup, cher ami, et merci de m'avoir Je vous invité. en prie, c'est un plaisir. Et je dis également bonjour à vous-même et à votre équipe, Oui. aux auditrices et aux auditeurs. Oui. Et réel plaisir, effectivement, de vous retrouver. Après ces élections, effectivement, pendant longtemps, nous avons préféré garder silence. Oui. Et si vous avez vu le contexte qui a précédé ces élections, le changement constitutionnel imposé à notre pays. Ensuite, les conditions dans lesquelles ces élections se sont passées. Et il fallait beaucoup réfléchir. Parce que, naturellement, il y a eu des moments d'hésitation, des moments de doute. Est-ce que ça vaut la peine de continuer la lutte dans notre pays? Et donc, c'est humain qu'il y ait ces moments d'hésitation. Oui. Mais finalement, vous avez quand même pris la parole. Finalement, j'ai repris la... Qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous relever et de reprendre le travail? Vous savez, il y a un proverbe auquel je recours souvent chez moi qui dit que tant qu'il y aura des poux dans la tête, il y aura du sang sur les ongles. Notre problème, ce n'est pas un problème d'individu, pour dire que ce n'est pas un problème qui m'est personnel. C'est un problème de notre pays. Malheureusement, nous n'en avons qu'un, effectivement. Et c'est une lutte que nous avons enclenchée. Peut-être que si nous laissons tomber, ceux qui viendront poursuivre la lutte descendront encore plus bas. C'est-à-dire qu'il y aura davantage de recul. Aujourd'hui, nous nous battons. Nous constatons que nous n'avons pas le résultat escompté. Si on ne se battait pas, peut-être que ça aurait été encore plus grave. Au moins parce que nous nous battons, il y a des voix discordantes qui disent ce qui ne va pas dans notre pays et qui expliquent pour dire ce qui devrait être en réalité. Et après réflexion, nous nous sommes dit, ce que nous n'avons pas pu faire, ce que nous ne pourrons pas faire, d'autres viendront continuer cela. C'est la vie d'une nation. Oui. Quelqu'un disait, si j'ai pu voir plus loin que les autres, c'est parce que je suis monté sur leurs épaules. Oui. D'autres viendront certainement monter sur ces épaules faibles, c'est vrai, ou peut-être n'avons pas beaucoup avancé. Et donc ce sont ces considérations qui nous ont conduits à dire, en avant, nous devons continuer. Peut-être en réfléchissant autrement maintenant par rapport aux stratégies, en disant, il ne faut pas forcément inscrire la lutte dans le court terme. Il faut le faire aussi sur le long terme. Ce qui voudrait dire, c'est s'engager dans une logique de transformation des mentalités. Parce que tout ce qui existe aura une fin. C'est inévitable. Alors, professeur, vous avez mis fin à votre silence à travers un message à travers lequel vous avez interpellé et les Togolais et le pouvoir. En voici un court extrait. Notre pays, notre chère patrie, continue de sombrer dans les turpitudes de la gouvernance. Nous aurions trouvé des circonstances atténuantes au régime si les pouvoirs confisqués servaient à rechercher le mieux-être des Togolais, à construire un pays stable et prospère. Hélas, chaque jour qui passe démontre l'incapacité irréversible du régime à comprendre les Togolais, à compatir à leurs souffrances, à s'investir dans la recherche du mieux-être partagé, valeur à laquelle le PSR est profondément attaché. On voit que on peut parler d'un certain pessimisme. Alors pourquoi est-ce que, selon vous, le Togo ne se porte pas mieux? Le Togo ne se porte pas mieux pour la simple raison que nos dirigeants, je vais le dire ouvertement, n'ont pas une vision claire. Ou peut-être qu'ils ont une vision qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre. Il est probable, peut-être que ce qu'ils disent soit totalement en déphasage avec ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être je vais anticiper quand j'ai entendu les interventions du chef de l'État en Chine. Oui.
et je l'ai entendu également à l'ONU, je me suis posé véritablement des questions. De quoi parle le président de la République? Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est le jour et la nuit. Mais si véritablement le chef de l'État avait décidé sincèrement de mettre en œuvre beaucoup de choses qui ont été dites, eh bien, nous aurions avancé. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Donc, c'est un problème de système. Je crois que nous sommes dans une situation telle que ce système ne peut plus se régénérer ou peut-être faire autrement. Le système est prisonnier de sa façon même de faire, au point que on se demande vraiment si ce système peut encore changer quelque chose. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que quelqu'un m'a répété, m'a dit plutôt, il y a une dizaine déjà d'années. Je peux le considérer comme l'homme, le citoyen lambda, l'homme de la rue, qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit en effet, il n'est pas d'un niveau d'instruction élevé, il dit « Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que « Parfois quand je réfléchis, cette phrase me revient. Parce que ils ont les moyens de faire autrement. Ils ont les moyens véritablement de faire avancer notre pays. Et le chef de l'État avait beaucoup d'atouts pour ça. Mais je n'ai pas compris et je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi et on décide, je vais dire ça, c'est peut-être quelque chose de voulu, de ne pas faire avancer le pays. Oui, mais professeur Oulou, vous dites que le pouvoir ne comprend pas les Togolais. Alors, c'est quoi comprendre les Togolais? Et si qu'aurait dû faire le pouvoir ou qu'aurait fait le pouvoir s'il comprenait mieux le peuple togolais? S'il comprenait le peuple togolais, il s'efforcerait d'améliorer leur situation. Aujourd'hui, dans notre pays, vous le savez, je ne vous apprends rien, la misère est réelle. C'est comme si nous avons peut-être deux Togos, une infime minorité qui vit dans l'opulence. Au-delà de leurs moyens, leur mode de vie est sans commune mesure avec leurs revenus officiels, licites. On le sait. Mais une grande partie de la population qui vit dans la misère, les malades qui ne sont pas en mesure de se soigner, des gens qui ne parviennent pas à manger, et cette rentrée scolaire, même pour certains, les frais de scolarité, mais pour des montants peut-être même modiques, les gens ne sont pas en mesure d'y faire face. Et vous voyez, et à côté de cela, ces scandales de détournement dont on parle régulièrement, quand vous voyez l'état de nos routes, quand vous voyez nos hôpitaux, mais vous comprenez que entre ce qui se dit et ce qui se fait, vraiment, il y a un problème. Et le chef de l'État a eu lui-même à le dire il y a très longtemps déjà, que c'est une infime minorité qui s'accapare des richesses du pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce constat est vrai. Fondamentalement, qu'a-t-il fait pour y mettre fin? Ce sont des questions que nous nous posons. Et donc, ça rejoint ce que j'ai dit, entre ce qui se dit et ce qui se fait, c'est le jour et la nuit. Alors, professeur Oulou, permettez-moi de vous citer une fois encore. Tant qu'une grande partie du peuple sera indifférente à ce malheur collectif, tant que nous opterons pour des solutions individuelles en cherchant à bénéficier des faveurs du régime plutôt que de revendiquer ensemble nos droits, ce régime aura raison de nous. Alors, le président fait des citations. Le président du CAR, Yaoundé, disait à peu près la même chose dans ce studio la semaine dernière. Je vous prie de l'écouter. Nous sommes en train de perdre tous les acquis démocratiques que ceux qui nous ont précédés, les maîtres Agbouibois, ont pu obtenir pour ce pays. Nous devons reprendre la lutte et dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous indigner. Les populations doivent s'indigner. C'est l'occasion aussi d'appeler les populations à ne pas abandonner la lutte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les populations sont résignées. Et ils disent que ça ne sert plus à rien. Mais ça ne sert plus à rien de lutter alors que nous n'avons pas obtenu ce que nous cherchons. Les espaces de liberté sont en train d'être restreints et peut-être même vont disparaître. Ça nous appelle plus encore à la détermination. Les populations aujourd'hui sont totalement, je dirais, fatiguées. Elles ne veulent plus s'impliquer dans la lutte. Il faut arriver à trouver les messages nécessaires pour les remobiliser.
Alors, professeur, quand vous regardez les Togolais, leur comportement, et par exemple, lors de la dernière élection, vous avez parlé de abstention et, comme on l'appelle, boycott, etc. Alors, quand vous arrêtez de penser que vous gaspillez votre énergie, oui, votre temps, vos moyens que vous gagnez à la sueur de votre front, et pour des gens qui ne le méritent pas, vous arrêtez de désespérer des Togolais, leur comportement. On parle en ce moment d'indifférence, de démobilisation. Oui, mais je voulais dire au départ, il y a des moments de doute, Oui. de doute sérieux. Mais c'est à nous de tout faire pour trouver les mots, trouver les moyens pour relancer la lutte. Pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, pour les générations à venir. C'est un devoir. Vous voyez, nous sommes dans une situation, dans un contexte international de rivalité, de compétition. Oui. Si nous ne le faisons pas, eh bien, les autres pays vont avancer. Et si les autres pays avancent, c'est que nous reculons. Il y aura ces comparaisons. Oui. Et c'est justement pour cette raison que même si le peuple ne comprend pas, ou une partie du peuple ne comprend pas, ou peut-être le peuple comprend, mais le peuple est déçu. Il faut tout faire pour les remobiliser. Cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, les gens comprennent. En ce sens que si tu n'as aucun appui, il est difficile que tu puisses trouver un travail, que tu puisses émerger. La compétence n'est plus prise en considération. Okay. Dans ce contexte, combien pourront véritablement émerger en comptant sur des faveurs, plutôt que de construire un système productif, en réalité ensemble, qui permette à un plus grand nombre de pouvoir évoluer. C'est ce que je disais dans mon truc. Les gens, lorsque leurs droits sont bafoués, très souvent, aujourd'hui on constate, ils préfèrent aller du côté de l'oppresseur, négocier ou peut-être demander des faveurs, plutôt que de dire ensemble, revendiquons nos droits. Et le droit à avoir des hôpitaux dit l'accès à la santé, à une justice digne de ce nom, ce sont des droits pour nous. Nous ne sommes pas en train de les mendier. Et la population doit comprendre ça, on n'est pas en train de les mendier. Si nous cherchons des faveurs individuelles, il se peut que certains d'entre nous, et pas il se peut, il est certain que d'entre nous les auront. Est-ce qu'ils sont sûrs que leurs enfants auront les mêmes faveurs? Et cela voudrait dire que c'est un système qui n'est pas viable en réalité. Et c'est justement pour cette raison que nous devons réfléchir ensemble, trouver les bonnes solutions. Oui. Oui. Professeur, si les Togolais sont, comme plusieurs font le constat en ce moment, sont indifférents, démobilisés, est-ce que ce n'est pas aussi par la faute des leaders politiques, notamment de l'opposition, leur inconstance qu'on leur reproche, leur incohérence parfois, est-ce que ça aussi, ça ne joue pas? C'est possible. Et je vais paraphraser un peu, je crois, c'est l'apôtre Paul qui disait ceci: si quelqu'un vient vous prêcher, ou si lui-même venait prêcher notre évangile, et qu'il soit anathème. Oui. Ce que moi je dis aux gens, si je viens un jour faire autre chose que ces idées que nous partageons, mettez-moi de côté, continuez la lutte. Oui. Je ne suis pas indispensable. Si au niveau de la population, vous constatez au niveau de vos dirigeants, même dans les formations politiques, des choses qui ne vont pas, eh bien, mettez-les de côté, continuez votre voie. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'ils soient eux-mêmes déterminés, qu'ils comprennent. C'est tout un système, c'est pour cela que je disais il y a quelques instants que nous mettons notre lutte, la lutte maintenant dans le long terme, passant par une transformation des mentalités. Quand vous avez des gens dans les partis politiques qui pensent que ce sont les dirigeants des partis qui doivent financer les opérations et que ces dirigeants leur sont redevables financièrement, eh bien, ça ne peut pas marcher. S'ils savent que c'est une lutte commune pour transformer notre pays et que c'est de notre responsabilité d'y contribuer tous ensemble, ils vont y participer. Un dirigeant qui fait des bêtises, vous le mettez à côté, le parti continue sans lui. Et peut-être que ça donnerait plus de confiance.
Et il y a, c'est vrai, des inconséquences, des attitudes aussi au niveau des dirigeants, des formations politiques parfois, qui déçoivent. Mais cela ne doit pas décourager le peuple. Voilà. Alors, professeur Olo, vous êtes juriste, vous êtes de ceux qui ont contesté l'adoption de la nouvelle constitution. Alors, qu'est-ce qui explique fondamentalement votre rejet de la nouvelle loi fondamentale? La procédure ayant abouti à son adoption ou bien le test lui-même? Vous voyez, la procédure d'abord, c'est une violation des principes démocratiques. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas le permettre. J'entends le chef de l'État parler de transparence et que le régime parlementaire devrait permettre cette transparence. Ce n'est pas exact si nous connaissons le système. D'abord, les insuffisances que nous relevons dans notre pays. Le président de la République et son parti politique ne peuvent pas démontrer que c'est en relation avec le régime parlementaire. Vous voyez? Et donc, si c'est le régime semi-présidentiel, ne peut pas démontrer cela. S'il démontrait que c'est ce système qui bloque, on aurait compris. Non, c'est leur refus des règles démocratiques. Et ce qu'ils font aujourd'hui avec ce régime parlementaire, ça n'ira pas plus loin, ça ne va rien changer. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir des trucs dans les hôpitaux? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas désigné le président de la République. Au niveau du président du Conseil, c'est le responsable d'une formation politique. Or, nous savons comment ça marche. Nous savons comment, au sein de UNIR, qui a le pouvoir aujourd'hui, les choses se font. Aujourd'hui, nous n'avons même pas, je ne dirais même pas que nous avons des institutions. Quand j'entends le chef de l'État dire il faut qu'on ait des institutions fortes, c'est pour cela le fait, ça me fait sourire, largement sourire. Et pourquoi? Et à la limite, le président de la République s'est moqué des Togolais. Au Togo, où on a pu adopter une constitution, on a fait adopter une constitution par une assemblée, alors que les membres de cette assemblée ne connaissaient pas le texte qui a été adopté. Vous pouvez parler d'institutions fortes? C'est se moquer des Togolais. Et ceux qui sont venus sur les médias défendre cette constitution, au début, je leur ai posé des questions. Je veux voir le texte que vous voulez défendre. Ils n'avaient pas ce texte. Comment pourriez-vous un seul instant imaginer dans ce contexte que nous œuvrons pour des institutions fortes? Il n'y a pas d'institution au Togo. Oui, excusez-moi de dire cette expression. Pourquoi je dis les institutions existent, mais le centre de décision, ce n'est pas au niveau de ces institutions. Le chef de l'État a expliqué que les changements intervenus ou en cours ont pour but, je le cite, d'équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il est aussi question, a-t-il ajouté, de faire en sorte que les institutions politiques togolaises soient inclusives et représentatives, ainsi que de renforcer la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants. Cela ne vous convainc pas? Ça rime à rien du tout. Redevabilité. Quand vous gérez, vous devez rendre compte de la façon dont vous gérez. Combien de fois ils ont rendu compte de la façon dont ils gèrent? Quand ceux qui nous dirigent, au vu et au su de tout le monde, ont des richesses énormes par rapport à leurs revenus, où se situe cette redevabilité? Quand nous parlons de la justice, le chef de l'État dit que nous avons une justice corrompue. Où se situe cette redevabilité? Qu'a-t-il fait pour cette redevabilité? Eh non! Quand on dit les choses, le chien aboie, la caravane passe. Le chef de l'État ne peut pas. De toute façon, ce qu'il dit, ou ce qu'il a dit, il ne parlait pas aux Togolais. Il parlait à l'étranger. Et donc, ceux-là peuvent croire, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités de notre pays. Et je sais qu'il le faisait aussi dans une vision de sa politique sur le plan international. Il n'est pas en train de parler, si vous voulez, aux Togolais. Parce que s'agissant des Togolais, ils savent que tout cela, il n'y a rien de vrai. Y compris ceux de son entourage, qui savent que ce n'est pas vrai, mais qui eux aussi répètent les mêmes choses. Et c'est ça une sorte de comédie collective. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, professeur, la nouvelle constitution est entrée en vigueur depuis le 6 mai dernier. Pour certains de vos collègues, le vin est tiré, il faut le boire, et tandis que les autres disent qu'il faut poursuivre la contestation. Quelle est la position du PSR sur la question? Vous savez,
peut-être ceux qui disent que le vin est tiré, il faut le boire, je ne sais pas s'ils s'expriment mal. De même que ceux qui poursuivent la lutte, s'ils s'expriment mal. Voici ce que j'ai dit sur cette question. Pour que nous puissions mettre fin à cette constitution, il faut une grande mobilisation populaire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de réaliser cette mobilisation quand vous voyez le comportement du peuple. Est-ce pour autant qu'il faut simplement prendre acte? Je dis non. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le rapport de force qui permette immédiatement d'y mettre fin que nous allons dire nous prenons acte. Donc notre position, c'est que nous savons que cette constitution, il est fort probable qu'elle nous soit appliquée. Elle nous sera appliquée contre notre gré. C'est pour une situation de fait. Nous savons qu'elle sera appliquée, sauf vraiment un événement peut-être surprenant. Sinon, cette constitution nous sera appliquée. Elle a commencé déjà à être appliquée. Voilà, on dit on est dans une période transitoire. Oui. Elle sera sérieusement appliquée quand nous aurons le président du conseil, etc. Les ministres seront nommés, sauf à quitter le Togo. Sinon, on nous appliquera cette constitution. Mais ce n'est pas avec notre accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ce n'est pas avec notre accord. Pour cette raison, nous disons, tôt ou tard, il faut trouver les moyens nécessaires, démocratiques, pour revenir à notre constitution. Voilà. Donc, nous ne dirons pas que nous prenons acte. Nous disons qu'elle nous sera appliquée contre notre gré. C'est ce à quoi nous assistons. Mais il faut continuer par dire, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais on nous l'a imposé. D'où ceux qui disent que la lutte doit continuer, je crois que c'est dans cette logique qu'ils inscrivent leur Alors, démarche. professeur, donc, les acteurs politiques ont repris des discussions au sein du CPC parce que il faut quand même se parler. Alors, que pensez-vous de cette reprise des travaux du CPC à pas après la parenthèse de l'adoption de la nouvelle constitution et des élections couplées du 29 avril 2024? Alors, dites-nous d'abord, est-ce que vous y êtes, le PSR y a été convié? Le PSR y est. Et nous avons un représentant. C'est vrai que depuis un certain temps, je ne suis plus allé personnellement, mais le PSR y est. Et vous savez, nous gardons le contact au sein de ces institutions. On peut les décrire à juste titre. Mais peut-être que ça permet au moins d'échanger un peu. Seulement, c'est qu'il faut dire au régime que le régime ne rend pas service aux Togolais. Un tel cadre devrait pouvoir être mis en valeur pour qu'on sache qu'on discute. Aucune discussion se rapportant aux modifications constitutionnelles, aux changements constitutionnels en vue n'a jamais été abordée au sein du CPC. Oui, et c'est justement, beaucoup se demandent, et ça sert à quoi? C'est que c'est toujours le même schéma, élection, contestation, voilà, discussion. C'est pour cela que je leur dis, ils ne rendent pas, qu'ils se rendent compte de leurs responsabilités. Que le régime sache qu'il est coupable, qu'il est responsable de ce qui se passe dans notre pays. Vous-même, vous mettez en place un tel cadre. Vous ne consultez pas, aucune consultation. C'est pour cela que je dis c'est du folklore. Ça correspond à ce que le chef de l'État a dit à l'extérieur par rapport à ce qu'il fait dans la réalité. Et s'il leur est encore possible de revenir à la raison, pour savoir que nous n'avons qu'un seul pays. J'ai entendu le chef de l'État dire également, de mémoire, que des institutions fortes et la transparence électorale permettent la stabilité. Il a dit ça, si ce n'est pas en Chine, ce serait de permettre donc cette stabilité et la cohésion sociale. Il a raison de le dire comme ça. Mais est-ce qu'il le fait? S'il ne le fait pas, cela voudrait dire, il prépare l'instabilité dans notre pays. A contrario, c'est ça. Lui-même dit, et tire les conséquences, c'est la cohésion sociale, c'est la stabilité. Or, il ne le fait pas. Cela voudrait dire qu'il prépare l'instabilité. Et donc,
que le régime se ressaisisse pour que nous puissions construire un autre pays, un autre digne de ce nom, pour nous et pour nos enfants. Oui, professeur, est-ce que vous comprenez des partis qui refusent de prendre part à cette discussion-là, au CPC? Parce qu'ils disent que voilà, c'est... Je les comprends. Je les comprends parfaitement. Mais, comme je le dis, il faut maintenir peut-être un compte. Est-ce qu'on a une meilleure solution aujourd'hui que malgré tout de discuter dans une certaine mesure? Leur dire au moins que nous ne sommes pas d'accord. Leur dire ce qui devrait se faire. Si nous ne leur disons dans un cadre et qu'ils n'en tiennent pas compte, nous aurions quand même parlé. Oui. Nous aurions dit ce qu'il faut faire. Quitte à eux de le prendre en considération, de ne pas le prendre en considération, mais il est manifeste que nous n'avons pas les moyens de leur imposer un réel changement. Dans une certaine mesure, l'évolution du pays, pour l'instant, dépend de leur bonne foi. Or, ils n'en ont pas pour l'instant. Alors, la 16e séance de la deuxième session de l'année 2024 du cadre permanent de concertation a abordé les questions relatives à l'amélioration du cadre électoral dans la perspective de l'organisation et la tenue prochaine des élections sénatoriales attendues au Togo. Alors, ceci en tenant compte de la nouvelle constitution en vigueur. Cette amélioration du cadre électoral en relation avec la nouvelle loi fondamentale, telle que présentée au CPC, est-ce que ce n'est pas peut-être un petit piège là? Écoutez, vous contestez la Constitution et on vous parle de cadre électoral lié en relation avec cette Constitution. Mais pour eux, ils ont déjà considéré que c'est acquis. Le chien aboie, la caravane passe. Ils ne font débattre que de ce qu'ils veulent débattre. Et ils ont des positions déjà arrêtées dans une certaine mesure. Et comme je le dis, ce n'est pas avec le consentement, notre consentement. Mais certainement, cette constitution sera appliquée. On considère ça comme une constitution imposée aux Togolais. Avons-nous les moyens de l'arrêter? Pour l'instant, je considère que non. Mais il ne faut pas y renoncer. C'est un objectif à atteindre à terme. Alors, le gouvernement a adopté par ordonnance donc, un nouveau code électoral donc, en relation avec la nouvelle constitution. Selon les autorités, ce test reflète les réalités togolaises et tire des leçons des expériences électorales passées. Le point avec Hervé Essay. Le nouveau code électoral adopté par ordonnance est, à en croire, le gouvernement togolais en adéquation avec le régime parlementaire en vigueur depuis le 6 mai 2024 au Togo. Cette initiative, ajoute-t-il, vise à moderniser le cadre électoral du pays et le nouveau test, tout en répondant aux réalités locales, s'inspirerait des expériences des scrutins précédents. Florence Yawakuigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Oui, des réflexions engagées pour améliorer le cadre électoral dans notre pays en tirant les leçons de l'organisation des différents scrutins au cours des dernières années. Ce projet d'ordonnance portant code électoral permet donc de remédier aux insuffisances relevées dans le texte précédent et de respecter les nouvelles exigences en matière électorale. La Constitution du 6 mai 2024 prévoit dans ses dispositions transitoires que les mesures qui sont nécessaires à la mise en place des institutions de la Ve République sont prises en Conseil des ministres par des ordonnances ayant force de loi. L'accueil réservé à ce nouveau code électoral est plutôt mitigé dans les rangs de l'opposition. Si certains leaders de l'opposition saluent les efforts du gouvernement ou font preuve d'une certaine compréhension de l'initiative gouvernementale, d'autres expriment carrément leurs réserves. Pascal Adoko, vice-président du CPC et secrétaire général adjoint de la CDPA. Pour nous, le code électoral en question n'a pas été une préoccupation particulière parce que ce n'est pas un défaut de texte. C'est plutôt les acteurs qui animent le processus électoral qui créent des problèmes. Tout ce que nous avons demandé, c'est que la loi électorale soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, on sait que la CENI, c'est 1 an. Les 1 an sont passés, les élections sont passées, il faut renouveler la CENI. Quelles conséquences l'adoption de ce nouveau code électoral, malgré les protestations de certains partis de l'opposition, vont-elles avoir sur les futures discussions au sein du CPC? Seul l'avenir nous le dira, mais toujours est-il que l'adoption de ce nouveau test dans ces circonstances va certainement conforter les partis qui ont choisi de boycotter les travaux du CPC, estimant que c'est un marché de dupes. J'ajoute, professeur, que l'Alliance des démocrates pour le développement intégral l'a dit, du professeur Goguet a exprimé, je cite, sa surprise par rapport aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux prétendant qu'un
dégagé au CPC pour un arrimage du cadre électoral à la nouvelle constitution. Fin de citation. Alors, quelle est la position du PSR, de votre parti, sur l'adoption du nouveau code électoral par ordonnance? Et il ne peut pas y avoir un consensus vu notre position sur ce que nous avions déjà dit. Et le chien aboie, la caravane passe. Et donc, ce n'est pas un consensus pour dire que nous avons adhéré, si vous voulez, à ces éléments. Et vous savez, normalement, dans un pays, si on tient compte des principes démocratiques et en se référant à notre ancienne constitution, il y a les pouvoirs, le pouvoir réglementaire, et il y a, si vous voulez, le pouvoir, et je vais dire législatif, la loi au sens strict, c'est-à-dire la loi faite par des députés. L'ordonnance, normalement, se prend dans un domaine qui relève de la compétence du pouvoir législatif. Mais le pouvoir exécutif le prend provisoirement. Parce qu'il y a une urgence. Et introduit alors un projet de loi qui permette au Parlement de reprendre dans un délai donné, en quelque sorte, ses compétences. Et il semble que c'est que ce sont les dispositions transitoires de la nouvelle constitution qui permettent voilà, de prendre Et je le dis, ça s'inscrit dans la logique du déni d'un pouvoir, de la reconnaissance d'un pouvoir au peuple. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles cette constitution a été imposée, vous voyez qu'on dénie au peuple togolais un quelconque pouvoir. Une assemblée qui n'avait plus de pouvoir, le peuple qui n'a pas été consulté. Donc ce pouvoir que la Constitution reconnaît donc au gouvernement de prendre cette ordonnance s'inscrit dans cette logique d'un déni de démocratie. Il faut le comprendre comme tel. Et donc eux, ils sont cohérents dans leur logique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors professeur, le Premier ministre a été reconduit, un nouveau gouvernement est mis en place. Alors quelles sont vos attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe gouvernementale? Rien. Vous m'excusez de vous le dire. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'ancien Premier ministre, M. Klassou, oui. Je crois que quand on l'avait nommé, M. Klassou, on se connaît depuis très longtemps. Quelqu'un me demandait est-ce que j'attendais quelque chose de lui. Je lui ai dit, si on met même un ange comme Premier ministre au Togo, dans le système tel qu'il est là, il ne faut rien attendre de cette personne. Parfois, les premiers ministres ne sont qu'un décor. Les décisions se prennent peut-être même ailleurs. Les pouvoirs dans notre pays se trouvent en un seul point donné, et c'est tout. Tant que vous serez dans un tel système, si véritablement on ne décide pas ensemble de faire autrement les choses, vous voyez, cette volonté du chef de l'État de dire il est temps, faisons autrement les choses. J'ai même l'impression que les ministres, les premiers ministres dans une certaine mesure même, ont peur du chef de l'État. De sorte que quand on est là, ce n'est plus véritablement la vision par rapport à tout le peuple. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon nom reste dans l'histoire, que nous n'avons pu faire ceci? Mais quel avantage pourrais-je tirer? Quand on est dans un système comme le nôtre, c'est ce à quoi on aboutit. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut une reconversion des mentalités. Ou bien c'est interne, de la part de ceux qui nous dirigent actuellement, pour qu'on fasse autrement les choses, ou que nous préparons le peuple sur le long terme, afin de mettre fin véritablement à ce système contre-productif pour notre pays. Alors, nous allons changer de sujet, professeur. Tout récemment, vous avez aussi déploré le fait qu'il existe dans nos prisons des détenus dont les dossiers sont vides avec des durées de détention préventive que vous avez qualifiées d'extensibles. Alors, l'occasion faisant le larron, je voudrais demander votre avis sur la campagne Togo sans prisonniers du Front Tous Part à ma constitution. Qu'en pensez-vous? Je considère qu'il y a des prisonniers politiques au Togo. Il y en a. Cette question a toujours été débattue, mais on n'a jamais trouvé une solution adéquate à ces questions. Vous voyez, c'est vrai, vous le savez, il peut y avoir plusieurs conceptions de notions de détenus politiques.
Ce qui conduit le régime à dire parfois qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il y en a, en tout cas dans ma conception, il y en a. Et je dis, des dossiers sont vides. Je ne veux pas aller dans des cas individuels, mais certaines personnes dans le cadre de ces manifestations supposées de tel ont été arrêtées parfois plusieurs jours après même les manifestations. Certains ont été arrêtés parce qu'ils étaient sur une plateforme, comme il y a ces nombreuses plateformes, et sur cette plateforme, certaines discussions ont été faites, etc. Et qui sont en prison. Mais notre justice sur ce point ne marche pas comme il se doit. En dehors de ces détenus politiques, il y a certains détenus qu'on peut considérer comme de droit commun, qui n'ont pas leur place dans les prisons. Soit parce qu'il y a eu peut-être des prétendues interventions politiques, ou peut-être que l'institution judiciaire elle-même a manqué de vigilance dans son fonctionnement. Ce sont des problèmes sérieux, ce sont des problèmes réels. Et il faut que le gouvernement change véritablement sa vision des choses et qu'on puisse construire un État. Parce que, comme je le dis, quand on parle mal du Togo, moi j'avoue, personnellement, en tant que Togolais, ça me dérange. Et quand je le dis, ce ne sont pas de simples mots. Moi, je suis profondément attaché à mon pays, profondément attaché au Togo. Et quand j'entends des choses sur le Togo qui sont vraies, ça me fait honte. Et donc, il est toujours possible qu'on fasse autrement les choses. Et le chef de l'État, lui seul, a les moyens de dire « ça suffit ». Et en ce moment, je crois, les choses pourraient aller autrement. Mesdames, Messieurs, je rappelle que l'invité de Rétro 7 ce matin est le professeur Komi Olu, un professeur agrégé des universités et ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé, ancien candidat à la présidentielle et secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau PSR. Avant de le retrouver et pour la suite de cet entretien, Hervé Essay nous rappelle quelques événements de l'actualité nationale de la semaine. La 79e Assemblée générale des Nations unies a été ouverte dimanche dernier à New York. Présent à cette grande messe mondiale, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a pris part le lendemain à un sommet dit de l'avenir tenu au siège des Nations unies en présence de nombreux dirigeants du monde, des experts ainsi que des acteurs de la société. Prenant la parole à cette occasion, le président de la République a plaidé pour une réponse globale et collective aux crises actuelles qui secouent plusieurs pays du monde. Il a par ailleurs appelé à une coopération internationale renforcée afin de relever les défis alimentaires, sécuritaires et écologiques auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Faure Gnassingbé. Pour regarder l'avenir, il faut regarder vers l'Afrique. L'Afrique va continuer à abriter la plus grande partie de la jeunesse mondiale. C'est là qu'il y a le potentiel de développement de marchés le plus fort, notamment les nouveaux marchés du futur liés à l'économie verte ou bleue. C'est aussi là que nous devons expérimenter de nouveaux modèles de partenariat multipartite pour le développement et notamment avec le secteur privé. Ils sont décisifs pour que nos actions aujourd'hui aient un impact positif et durable. En Afrique comme ailleurs, je pense que l'État doit jouer un rôle central de coordination. Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d'aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Je constate que malgré les efforts de ces dernières années, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. Enfin, il faut davantage de respect et de représentation pour les États africains sur la scène internationale. Pour que les solutions multilatérales soient véritablement inclusives, elles doivent respecter la dignité et l'égalité de représentation de nos peuples. Nous ne pouvons construire un avenir meilleur que si toutes les voix sont entendues et respectées. C'est aussi cela, ne laisser personne de côté. La journée internationale de la démocratie et de la paix a été célébrée en différé le lundi 23 septembre à Nochin en présence du ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions, Maître Pacôme Adjurovi. Celui-ci a rappelé à cette occasion l'importance de la culture de la paix et ses valeurs dans un pays. Pour Maître Adjurovi, la clé de tout développement est la paix. Ces journées offrent l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde et de réaffirmer la pleine détermination des gouvernements, de la société civile
et autres acteurs à faire de l'idéal démocratique et de la paix des réalités universelles. C'est aussi une occasion pour chaque gouvernement d'informer ses citoyens sur l'importance de la culture de la paix et de la démocratie comme gage du développement durable, surtout dans le contexte de crise sécuritaire observé depuis quelques années. Commémoration lundi sur toute l'étendue du territoire national du 38e anniversaire de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. À Lomé, la journée a été marquée par une cérémonie d'hommage aux victimes de l'agression à la place des Martyrs. C'était en présence des membres du gouvernement, de députés, des représentants des institutions de la République, d'officiers supérieurs, des forces armées togolaises FAT, ainsi que d'autres personnalités administratives et traditionnelles. Ouverture mardi dernier à l'hôtel 2 février à Lomé de la 3e session extraordinaire de l'année 2024 du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La cérémonie solennelle d'ouverture de cette session a été marquée par plusieurs interventions, dont celle de la présidente du Parlement de la CEDEAO, Memounatou Ibrahima. Celle-ci a relevé les mots qui, d'après elle, retardent l'intégration véritable de la sous-région ouest africaine. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence d'importantes personnalités dont le président de l'Assemblée nationale togolaise, Kodjo Adedje, des présidents d'autres institutions de la République et des membres du gouvernement. Alors, professeur, vous avez écouté tout à l'heure et un instant un très court extrait de l'intervention du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à New York dans le cadre de la 119e Assemblée générale des Nations unies. Un commentaire sur la vision que présentait le chef de l'État? Vous savez, dans l'intervention du chef de l'État, et cela rejoint un peu ce que j'ai dit il y a quelques instants, ce qu'il reproche en réalité à la communauté internationale se retrouve dans son pays. Il faut que toutes les voix soient entendues et toutes les voix ne sont pas entendues au Togo. Il a dénoncé... Et c'est pour que toutes les voix soient entendues, peut-être qu'il y a le CPC. Il a dénoncer le fonctionnement de ces institutions internationales. Je dirais que de ce point de vue, il n'a pas tort de les dénoncer. Parce que ça fonctionne mal, ces questions de représentativité, etc. C'est vrai. Mais il faudrait que sur le plan national, nous-mêmes, nous soyons d'abord aussi suffisamment responsables. Parce que même s'il y a changement sur le plan international, et que dans notre pays, nous ne prenons pas en compte ce besoin de démocratie, ce besoin de changement, ce besoin de transparence, rien ne changera. Nous ne pourrons même pas profiter de ce qui va changer sur le plan international. Vous voyez, et quand il parle des aides qui sont déconnectées, pourquoi pas, effectivement, il peut avoir raison, et les voix doivent être entendues, ce n'est pas le cas. Et expérimenter de nouveaux modèles de coopération, l'État est seul garant de la population entière. Il a dit ça, l'État est seul garant. Il a raison de le dire. Mais est-ce que l'État au Togo est garant, donc si vous voulez, de cette sécurité pour toute la population? Non. Nous avons un État qui, je vais dire, entretient les discriminations dans notre pays. Il y a manque de transparence. Vous voyez, donc ce qu'il dit sur le plan théorique, le chef de l'État dit des choses qui sont réelles. Mais quand vous voyez dans la pratique, il y a un décalage total. Donc son constat est réel et sur le plan international, mais nous le vivons également dans notre pays. Malheureusement, nous ne faisons rien pour y mettre fin. Alors, professeur, cette semaine, l'actualité au Togo, c'est aussi la rencontre à Lomé entre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Odabalo Awate, avec le gouverneur nommé entre-temps. Alors, comment avez-vous accueilli ces nominations-là des gouverneurs des régions? Écoutez, j'ai constaté qu'il y a des militaires, et alors que théoriquement, nous sommes dans un régime qui n'est pas un régime militaire. Et cela ne m'étonne pas, de toute façon, puisque ce cumul ou bien cet amalgame entre militaires et dans des fonctions civiles
existait depuis longtemps. Oui. Et parfois, est-ce que la Constitution l'interdit? Est-ce que le loi l'interdit? Les compétences ou les attributions civiles doivent être séparées des attributions militaires. Et nous savons que la plupart du temps... Et ces militaires-là sont à la retraite? Pas tous. Les deux. Avec le professeur Komi Olu, qui est le secrétaire national du pacte socialiste pour le renouveau PSR. Professeur, la journée de la démocratie et de la paix a été célébrée cette semaine. À votre avis, comment se porte aujourd'hui la démocratie dans le monde? Avez-vous, comme certains l'affirment, le sentiment que la démocratie recule partout, et particulièrement en Afrique? Oui, commençons d'abord par l'Afrique. La démocratie recule, sérieusement. Et quand vous prenez le cas de notre pays, il y a eu des moments où on a pensé qu'on avançait un peu. Mais ces dernières années, le recul est encore plus grave. Et regardez ces coups d'État qui se sont multipliés. Et on peut dire que les coups d'État en soi, donc la prise du pouvoir par les armes, indique une absence de démocratie. Mais quand il faut aller plus loin, c'est le refus même des principes démocratiques par certains régimes arrivés à la suite des élections qui a conduit à cette situation. Et il faut le reconnaître ouvertement. Et quand ces pouvoirs militaires aussi viennent, ils auraient pu peut-être travailler, baliser les choses pour qu'on revienne véritablement à une démocratie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si on ne fait pas attention, ça risque d'être encore plus grave dans les années à venir. On a eu des exemples dans l'histoire où des militaires sont venus, ils ont fait le ménage et ont pu relancer les pays. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce schéma qui aujourd'hui véritablement se présente devant nous. Et quand vous prenez des États comme, je vais dire, considérés comme démocratiques, je prends le cas du Sénégal, vous avez constaté qu'il y a eu une forte tentation de se maintenir au pouvoir par un intellectuel, dans une certaine mesure, qui est venu dans des conditions acceptables. Mais heureusement, le peuple sénégalais a pu résister. Et je crois que c'est triste. Honnêtement, pour moi, c'est triste. Parce que nous avons vu des gens dans l'opposition qui ont parfois trimé, qui sont arrivés au pouvoir, et on considérait que ça augure véritablement d'un nouveau départ, qui finalement ont déraillé. Ils ont fait pire que ceux qui dénonçaient. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions changer les mentalités, surtout en Afrique. C'est fondamental. On ne peut pas penser à un seul instant que ce soit la dictature qui nous permette véritablement un bon développement. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'une véritable démocratie permet l'épanouissement des qualités individuelles. Les gens condamnent la démocratie. La démocratie a fait ceci. Non, ce n'est pas la démocratie. C'est le refus d'appliquer les règles démocratiques. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Les gens refusent d'appliquer. Parce qu'on ne comprend pas le vrai sens de la démocratie. Peut-être que c'est ça. C'est le refus des règles démocratiques qui conduit à des difficultés. Ce n'est pas la démocratie. Et le manque de culture démocratique. Et effectivement. Donc... Voilà, professeur, on a parlé donc de journée de la démocratie et de la paix. Tous les dirigeants du monde ont aujourd'hui le mot paix dans leur discours, mais cette paix-là semble menacée partout. Alors, que doit-on faire pour préserver la paix dans le monde et singulièrement en Afrique? Vous voyez, il faut dire que de plus en plus, on est dans une logique de la raison du plus fort. C'est comme ça. Entre États, c'est la raison du plus fort. À l'intérieur des pays, c'est la raison du plus fort. Et normalement, si nous prenons d'abord à l'intérieur des pays, ce sont des institutions fortes qui doivent permettre véritablement qu'on n'en arrive pas à cette situation. Or, à l'intérieur des pays, ce sont plutôt des dérapages, on n'a pas ces institutions suffisamment fortes, et particulièrement dans le cadre
de notre pays. Sur le plan international, il faut dire que les institutions aussi, particulièrement l'ONU, a manqué véritablement à ses missions. Quand vous voyez certaines guerres qui se développent, et ce sont les règles même établies sur le plan international qui ne sont pas respectées. Et je ne veux pas jeter un discrédit sur le droit, mais me demander aujourd'hui, le droit international public, est-ce qu'il existe encore dans une certaine mesure? Le droit international public, bon, je suis privatiste, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent fondamentalement. Et je crois qu'il y a ce recul sur le plan démocratique. Et permettez-moi peut-être aussi d'aborder une question qui est sans commune mesure avec ce que nous vivons, ce qui se passe peut-être aussi aux États-Unis, où cette liberté d'expression conduit les gens et parfois à défendre des positions qui ne sont pas des positions conformes aux valeurs démocratiques. Mais au nom de cette démocratie, on défend ces positions. Oui. À mon sens, il y a des contradictions évidentes qui nous interrogent. Voilà. Bien, professeur, en attendant que le technicien revienne pour la suite de cette émission, voilà. Et nous allons donc dire quelques mots de l'actualité internationale. Et pour commencer, je vous prie d'écouter ce qui suit. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées, comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections, pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises... » de partir, il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu, et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon voilà comment ça s'est passé, j'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil, et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, comme nous l'avons vu et su à La Haye. Alors, professeur, voilà, c'est peut-être surprise dans cette émission. Et vous venez d'écouter donc Robert Bourgi, vous le connaissez sans doute, qui jouait le rôle de Jacques Foccart voilà, dans les palais africains pour le compte de l'Élysée. Et voilà ce qu'il vient de dire. Il vient de faire, faire publier un bouquin où il raconte ses souvenirs par rapport aux missions qu'il a accomplies en Afrique. Alors, ces propos que vous venez d'écouter, qu'est-ce que ça vous fait? Disons que c'est révoltant. C'est révoltant. Mais il faut d'abord regretter qu'il n'ait pas tenu ses propos au moment où il fallait les tenir. Oui. Il aurait pu tenir ses propos quand il a eu ces discussions avec le président Sarkozy. Il ne l'a pas dit. Le mal est déjà fait. Deuxième élément, et je considère que, ou bien, à supposer que ces éléments soient vérifiés, soient avérés, et il faut que la France comprenne que nous sommes des États africains, des États indépendants. Si la France veut vraiment travailler sérieusement avec l'Afrique, il faut un respect mutuel. Quand vous voyez aujourd'hui cette hostilité généralisée contre la France et peut-être les Occidentaux, mais particulièrement contre la France, dans des pays en réalité avec lesquels il y a une certaine affinité, cette hostilité n'est pas gratuite. C'est que la France, par ses agissements, a provoqué cette hostilité. Troisième aspect, c'est par rapport à nous-mêmes.
citoyens des différents États africains. Notre responsabilité est en jeu. Vous voyez, il y a un proverbe africain qui dit que c'est le sorcier de la maison qui permet aux sorciers de l'extérieur d'intervenir. Oui. Tant que nous-mêmes, nous ne serons pas jaloux de notre indépendance, nous ne serions pas responsables dans la gestion de nos pays, nous ne saurons pas que c'est d'abord nous-mêmes, notre avenir qui compte, et que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts à défendre. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons ouvrir la porte à ces intrusions, et je vais dire, abusives, à ces intrusions qui méprisent ce que nous sommes. Et c'est vraiment triste qu'on puisse faire cela, dire cela d'un État. Bien. Alors, d'autres événements de l'actualité internationale de la semaine nous sont rappelés par Anani Vidjirakou. Au Bénin, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre Oswald Homeki sont accusés de tentative de coup d'État. La justice béninoise a annoncé mercredi l'arrestation du commandant de la garde républicaine, d'un ancien ministre et de l'homme d'affaires, tous soupçonnés d'avoir planifié un coup d'État. L'homme d'affaires en question est un très proche du président Patrice Talon qui avait affiché ses ambitions présidentielles. Face à ces accusations, le collectif des avocats d'Olivier Bokor dénonce une arrestation sans fondement et sans preuve. Au lendemain de cette annonce du procureur, la banque ivoirienne citée dans cette affaire a démenti l'information selon laquelle un compte a été créé chez elle. Au Burkina Faso, les autorités militaires au pouvoir avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation du pays. Selon le ministre de la Sécurité Mamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms, dont ceux du prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et plusieurs officiers ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télévision d'État burkinabé. Au Sénégal, Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption généralisée sous l'ancien régime. Jeudi, il a fait l'état des lieux sur la situation économique du pays. Le premier ministre Ousmane Sonko, qui s'était vu confier cet audit de transparence, a présenté jeudi les principales conclusions avec des ministres. Les charges contre l'ancien régime sont nombreuses. Ousmane Sonko a promis des enquêtes sur la corruption généralisée et accuse l'ancien régime d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Ousmane Sonko. Les constats de ces audits font ressortir de la gabegie dans les dépenses, tant dans leur choix et leur qualité que dans leur effectivité et impact. Favorisés par une mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de fonds et l'accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines. Le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et puis 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis, plusieurs chefs d'État du monde entier, dont des présidents africains, ont tour à tour fait le passage à la tribune des Nations Unies avec divers discours. Américain Joe Biden, pour une dernière fois de son mandat, était aussi à la tribune des Nations Unies. Dans son discours d'un peu plus de 20 minutes, Joe Biden a mêlé touche personnelle, impératif politique et défense passionnée de la démocratie. S'exprimant pour la dernière fois à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, il a retracé sa propre carrière politique de son élection au Sénat en 1972 à l'âge de 29 ans jusqu'à sa décision difficile il y a 2 mois d'abandonner sa candidature à la réélection, une décision qu'il a présentée comme une leçon pour les autres chefs d'État. Dans son discours, Joe Biden dit ce qui suit, je le cite: « Mes chers collègues, n'oublions jamais, certaines choses sont plus importantes que de rester au pouvoir. » Alors, professeur, nous allons revenir pour dire encore un mot sur l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, quelle est pour vous l'utilité, franchement, l'utilité de cette grande messe où l'on voit parader les dirigeants du monde avec des discours, la plupart du temps de grands discours? Est-ce indispensable? Ça permet peut-être à chacun d'exprimer, si vous voulez, son point de vue. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Rien. Ça ne change rien. Et vous vous rappelez, je crois, c'est paix à son âme, le président Kadhafi, qui à cette assemblée est venu jeter, je crois, les textes des Nations Unies pour montrer que finalement, ça ne sert à rien. Ça permet aux uns aux autres d'exprimer leur position. Mais au fond, ça ne change absolument rien. Et c'est un peu du folklore. Il
faut le prendre comme ça, c'est un peu du folklore. Et personnellement, j'aime pas trop du folklore. Et je crois que presque tout le monde, et ils vont tous pour ce folklore. C'est vrai qu'il y a certaines affirmations qui peuvent être considérées comme justes, mais au fond, qu'est-ce que ça change? Le président Biden a raison, j'ai noté ça, leçon pour les autres, que certaines choses sont plus importantes que de rester au pouvoir. C'est fondamental, il l'a dit, tout le monde a écouté, mais est-ce que ça change quelque chose dans les faits? Pas du tout. Voilà. Alors, n'est-ce pas légitime, professeur, de penser que l'ONU a échoué, comme avant elle, la Société des Nations? Tout le monde parle de paix, mais toutes les guerres qui déchirent l'Afrique et même le terrorisme qui sévit dans nos pays auraient des parrains parmi les pays les plus puissants au monde. Alors, pour certains analystes, les relations internationales se résument aujourd'hui à un seul mot, hypocrisie. Êtes-vous d'accord avec cette façon de voir les choses? Oui, c'est la raison du plus fort. Ce que je disais il y a quelques instants, hypocrisie, raison du plus fort. On peut arrêter les guerres si on le désire. Mais le problème, c'est que ces conflits d'intérêts, parfois, ces grandes puissances font des compromis entre eux. Tu me laisses faire ceci, je te laisse faire cela, et ainsi de suite. On peut arrêter ces guerres. Et regardez, il y a quelques jours, je suivais, depuis le début de cette guerre, les États-Unis ont octroyé 56 ou 58 milliards de dollars à l'Ukraine. Dans le cadre de la guerre. Oui, pour alimenter la guerre. Pour alimenter la guerre. S'il n'y avait pas cette guerre, imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Même si c'est à l'Ukraine on donnait cet argent, comment le pays aurait pu véritablement se développer? 58 milliards de dollars. Même si on injecte 58 milliards de dollars en Afrique, encore faut-il que nous les gérons comme il se doit. C'est ça. Comment on peut modifier, on peut changer les choses dans nos pays? Mais malheureusement... Au lieu de travailler, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, au lieu de travailler à ce que la guerre cesse, on alimente la guerre. Et on parle de paix dans le même temps. Oui, disons que il faut être prudent également là. On alimente la guerre. Pour qu'il y ait la paix, je pense particulièrement dans le cas de l'Ukraine, il faut une discussion profonde. Vous voyez, la Russie a sa position. Mais quel pays aussi accepterait qu'on vienne peut-être annexer une grande partie de son... parce qu'on est plus fort? Est-ce que la position de l'Ukraine aussi n'est pas légitime? Si on laisse faire la Russie également par rapport à l'Ukraine, mais que le Nigeria décide un jour peut-être aussi d'occuper, nous on est un peu éloigné, donc ça prendra du temps, mais que le Nigeria occupe le Bénin, ensuite il arrivera au Togo, il absorbera le Togo également. Donc il faut véritablement que nous admettions l'application des règles sur le plan international et qu'on recourt plutôt à la diplomatie pour régler un certain nombre de conflits plutôt que de faire sortir les muscles. Voilà. Alors, les États-Unis ont récemment accepté le principe d'octroyer 2 places à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais sans droit de veto. Alors pour vous, les Africains devraient-ils sauter de joie au plafond et remercier les Américains pour cette proposition-là? Et à quoi ça servirait sans droit de veto? Vous voyez, ça pose plusieurs problèmes. Pourquoi sans droit de veto? Et à quoi servirait le droit de veto? Moi, ce sont des questions que je me pose. Pourquoi sans droit de veto? L'Afrique ne mériterait pas véritablement d'être comme les autres continents? Première question. Maintenant, nous demandons le droit de veto aussi. Et pourquoi faire? Parce que finalement, tous ceux qui ont ces droits de veto, c'est pour protéger leurs propres intérêts. L'Afrique, dans cette diversité, ne sont même pas en mesure de nous unir, de regarder, analyser les choses de parler d'une même voix. D'une même voix. Voilà. Regardez le RDC avec le Rwanda. Ces questions qui sont toujours là. Regardez ce qui se passe au Soudan. Mais c'est gênant. C'est gênant, ça nous interroge. Et parfois pour des futilités, en réalité. Et l'Afrique a besoin peut-être d'être mieux représentée, mais rendons-nous également dignes d'être à la hauteur, véritablement, par rapport aux moyens. La question aussi qui se pose, si
les États s'attendaient pour octroyer les 2 places là à l'Afrique avec droit de voter. Mais à quel pays doit-on les attribuer? Le problème va se poser. L'Afrique du Nord, oui. Entre eux d'abord, ils ne s'entendent pas. Oui, c'est ça. Parce que reconnaître cela peut-être, et je donne un exemple comme ça, à l'Algérie, le Maroc dirait non. Vous voyez les problèmes qui les opposent. Descendons. On va dire qu'on reconnaît cela à l'Afrique du Sud. D'autres pays diront non. Je crois que la RDC aussi est candidate, si je ne me trompe pas, avec tous ces problèmes. Le Nigeria, c'est ça. Le Nigeria, etc., avec tous ces problèmes. Il y a beaucoup de difficultés dans le monde. Et je vais vous dire ceci. Et il arrive quand je suis seul et que je réfléchis sur ce qui se passe dans le monde, je suis très inquiet. Oui. J'ai l'impression que progressivement, le monde est en train d'évoluer vers un désastre généralisé. Oui. Mais quand est-ce que ça va commencer? Ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Je ne sais pas non plus. Mais j'ai l'impression que nous évoluons progressivement vers un désastre. Voilà. Alors au Bénin, certaines personnalités ont été arrêtées cette semaine. Elles sont accusées d'avoir préparé un coup d'État. Mais la question que certains esprits critiques se posent est celle-ci. Est-ce une tentative avérée de coup d'État ou du cinéma pour neutraliser des gens, notamment celles qui auraient des ambitions présidentielles? Monsieur le professeur Olu, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je n'ai pas de solution, mais je vais dire simplement que c'est une guerre de succession qui est ouverte. Si c'est pour éliminer certains candidats, c'est une guerre de succession. Si véritablement il y a coup d'État préparé, effectivement c'est parce qu'ils ont constaté qu'on veut positionner d'autres personnes. C'est une guerre de succession. Et c'est encore triste. C'est encore triste véritablement. Vous voyez, quand je compare la situation du Bénin à la situation du Togo, il m'arrive de faire cette comparaison. Le Bénin a eu des moments véritablement d'élan démocratique. Peut-être que nous n'avons pas pu goûter véritablement à ce truc. De sorte que chez eux, l'ambiance actuelle, le climat depuis un certain temps, c'est une régression grave, déplorable. Non pas que je situe les responsabilités, mais je dis qu'il y a une régression grave. Chez nous, je ne dirais pas que c'est bon, ce n'est pas bon non plus. Mais nous n'avons jamais connu, si vous voulez, cet élan démocratique sérieux. En permanence, on est à la recherche. Mais si les pays qui ont connu cet élan sont en train de régresser comme ça, et ça tue nos espoirs. Alors, cette affaire-là, il y a un couac qui s'est glissé dans ce que le procureur de la Crète disait. Oui. On a dit qu'il y avait un compte qui était ouvert en Côte d'Ivoire à NCA, mais NCA qui sort un communiqué et qui dit que ce qui se dit là n'est pas vrai. C'est quand même troublant. C'est troublant, mais NCA a quand même ajouté qu'il y a eu une assurance vie d'un montant de 55 millions. Oui, oui. Et cet élément semble accréditer le fait qu'il se pourrait peut-être, il se pourrait que ce soit des montages. Mais dans tous les cas, cela n'honore pas le Bénin. Alors, le Burkina Faso aussi a une nouvelle fois affirmé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Cela commence quand même à faire beaucoup. Mais la constante, c'est que Ouagadougou, cette fois, c'est que Ouagadougou pointe un doigt accusateur vers la Côte d'Ivoire. Alors, ce que dément Abidjan. Alors, qui croit dans cette affaire? Vous voyez, ce sont des éléments qui ne sont pas vérifiables à nous, à notre niveau. Oui. Chacun des deux pays sait véritablement ce qui se passe. Et si le Burkina crie au loup pour pouvoir mieux mobiliser sa population sur le plan interne, ou peut-être qu'effectivement, ce sont des faits qui sont avérés, c'est gênant, nous on ne peut pas vérifier ces éléments. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas vraiment une bonne chose pour l'Afrique. Oui. Je vais dire quelque chose encore pour qui me faisait réfléchir depuis plusieurs mois. Vous savez, on ne le souhaite pas. Il se pourrait que des affrontements commencent en Occident, en tout cas en Europe ou aux États-Unis, entre ces pays. Si l'Afrique était unie et que nous réfléchissions comme il se devait, on pourrait se mettre un peu à l'écart. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si un conflit éclate, d'ailleurs, ce n'est même pas dit si un conflit éclate. Vous avez vu déjà l'affrontement
entre la Russie et l'Ukraine qui commence au Mali. Oui, au Mali, oui. Qui commence au Mali. Oui. Cela voudrait dire que l'Afrique est aujourd'hui très exposée. Nous aurons pu tirer leçon de tout ce qui se passe là-bas pour dire attention. Faisons attention de sorte que même s'il y a un conflit, nous avons tout à perdre. On n'a aucun moyen. Donc, faisons attention. Malheureusement, si un conflit éclate, dans la semaine qui suivra, le conflit sera déjà en Afrique. C'est dommage. Voilà. Au Sénégal, le nouveau pouvoir a fait auditer les comptes du pays et le constat révélerait une corruption généralisée. Le régime Macky Sall est accusé d'avoir aussi manipulé les chiffres des finances publiques. Alors, cela vous surprend-il? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là aussi? Il faut que l'audit permette des enquêtes plus approfondies pour qu'on sache exactement ce qui a pu se passer. On a déjà parlé de 2500 milliards voilà, de dépenses, comme un compte secret là. C'est que voilà, dépenses. Donc j'espère que ce ne sont pas de simples affirmations et que cela serait véritablement démontré. Si c'est démontré, il faut que les poursuites se fassent comme il se doit. Et ce serait l'intérêt de la démocratie, l'intérêt de l'alternance. Parce que si Macky Sall était là, on ne se serait jamais rendu compte de ces manipulations éventuelles. Disons, c'est ça. Donc, au bénéfice du doute, manipulations éventuelles. Tant que vous aurez le même pouvoir, il n'est pas possible de se rendre compte des manipulations qui ont pu se passer. C'est la vertu aussi de l'alternance. Et puis, professeur, la manipulation des chiffres semble être un sport pratiqué par beaucoup de pays, et particulièrement ceux du continent africain. Ça ne m'étonne pas. Parce que parfois, quand vous voyez le taux du chômage tel que allégué par nos pays, et les réalités que nous vivons, quand vous voyez la prospérité alléguée, affichée, ou bien peut-être, alléguée, et quand vous voyez la misère, effectivement, c'est gênant. Et le taux de chômage au Togo, et quand quelqu'un, même avec sa maîtrise, ou avec sa licence, vient conduire un taxi-moto, on trouve qu'il fait déjà un travail. Et de sorte qu'il doit être comptabilisé parmi les demandeurs d'emploi. Il y a des manipulations, c'est évident. Voilà, professeur, que doit-on faire maintenant pour que la transparence devienne une vertu dans nos pays? La Cour des comptes, ou son équivalent que l'on retrouve dans plusieurs pays africains, la Cour des comptes n'est souvent qu'un objet de décoration. C'est ce que je dis, c'est le refus des règles démocratiques. Et on dit parfois que les institutions valent ce que valent ceux qui les pilotent, en réalité. La plupart du temps, ceux qui sont dans les différentes institutions dans nos pays pensent qu'ils sont redevables au président de la République. Ils doivent lui être agréables. De sorte que le travail qui doit être fait ne se fait pas. Je préfère garder mon poste en ne parlant pas, plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont. Si je dis que ceci se passe mal ou bien c'est mal fait, on ne va pas me reconduire. Et tous nous sommes en train de perdre. C'est une question de changement de mentalité. Et c'est dommage, vraiment. Ça me fait mal. Et il faut travailler sur le long terme. Et vous voyez, moi je considère le droit comme un puissant instrument véritablement de développement. Encore faut-il qu'il soit maîtrisé par un grand nombre de la population, pas forcément, mais comprennent les principes élémentaires du droit. Peut-être que si tous nous comprenons un certain nombre de choses, nous pourrions devenir beaucoup plus vigilants et beaucoup plus exigeants à l'égard de ceux qui nous dirigent. Voilà. Bien, professeur, c'est pratiquement la fin de cette émission. Peut-être que je vous laisse votre conclusion, si vous avez une conclusion. Non, je vous dis une fois encore merci. Je vous en prie. Et dire au peuple togolais que la balle est dans notre camp. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. Par conséquent, chacun d'entre nous doit se sentir concerné et travailler chacun à son niveau de responsabilité. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, leur dire que l'histoire leur demandera des comptes, ne serait-ce que sur le plan moral, par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Mais qu'ils sachent que la roue de l'histoire tourne.
Vous pourriez avoir tous les pouvoirs aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr que vos enfants auront ces pouvoirs. Préparez l'avenir pour vos enfants. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous devons construire un État digne de ce nom, avoir des institutions fortes, comme le président de la République a eu à le dire, et non pas des hommes forts. En réalité. Voilà. Merci. C'est la fin de cette émission. Gratitude à notre invité. Il s'agit du professeur agrégé des universités, ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé et secrétaire national du pacte socialiste pour le renouveau PSR, Komi Olu. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre fidélité d'écoute. Rendez-vous samedi prochain si Dieu le veut. Je rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11 h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.